Il était une fois, dans un pays pas trop différent du nôtre, vivait un roi. Et il était un bon roi, à une époque où le bien était rare et complètement démodé. Il était très sage et très puissant, mais il était aussi très vieux. Et il réalisa que malgré la grandeur de sa sagesse et de sa puissance, il devrait bientôt quitter son royaume une fois pour toutes et entamer le voyage vers le monde extérieur des ténèbres infinies. Ainsi, la veille de son départ, lorsque ses médecins eurent fini leur hochement de tête approbateur et que ses épouses eurent fait couler autant de larmes qu'elles purent, il appela à ses côtés son unique fils et héritier. « Tout ce que tu vois est désormais en ton pouvoir, » avait-il dit, « mais sois avisé. Les meilleurs esclaves sont ceux qui croient encore goûter à la liberté. Joue au tyran, mais tu dois inspirer l'amour autant que la peur. » Pourtant, le fils ne prêta aucune attention à ces paroles, et lorsque son prédécesseur fut envoyé en grande pompe avec plein de feux d'artifice dans le royaume des ténèbres infinies, le nouveau roi résolut d'étendre les limites de son autorité. Il rassembla tous ses sujets devant lui et leur dit que chacune de leurs pensées devrait correspondre à sa pensée. Aucune volonté ne devrait exister sauf sa volonté. Et les gens étant des gens, ils acceptèrent. Ceux qui refusèrent disparurent dans la nuit, et leurs familles apprirent vite à prétendre qu'ils n'avaient jamais existé. Mais le roi n'était toujours pas content. Alors, il dit à tous les animaux de son royaume qu'ils devraient maintenant obéir à ses ordres. Les chevaux devraient aboyer, les chiens devraient miauler, les poissons devraient voler d'arbre en arbre exactement comme ils le souhaitaient. Et les animaux étant des animaux, ils acceptèrent. Certains des porcs furent abattus, mais personne ne s'en souciait car ils avaient un goût si bon pour les lèvres. Et les chats durent s'exiler, car personne ne peut dire quoi faire à un chat. Mais bientôt, les hommes et les animaux vivaient en parfaite harmonie, leur vie étant devenue l'expression même des caprices de leur seigneur. Bonjour à tous et à toutes, je suis le Dr Key et aujourd'hui nous allons nous attaquer à la troisième et dernière véritable saison du 8e Docteur au sein de la main range de Big Finish. À la réalisation, nous retrouvons Gary Russell, Nigel Fairs, Edward Salt, Nicholas Briggs et Barnaby Edwards. Et à l'écriture, nous retrouvons Joseph Litster, Will Schindler, Gary Hopkins, Steve Lyons, Trevor Baxendale, Eddie Robson, Scott Alan Woodard et Alan Barnes. C'est génial, j'ai déjà oublié qui ils sont et qui fait quoi, mais nous allons attaquer la partie résumée quoi qu'il en soit. Terror Firma commence là où The Next Life s'était arrêté, avec le docteur, Carrie et Charlie accueillis par Davros et les Daleks. Faisant mine de partir, nos héros sont ramenés par les Daleks et Davros envoie en cellule Charlie et Carrie car il souhaite parler au docteur seul à seul. Mais il est pris de crise de schizophrénie, laissant un empereur Dalek parler de temps à autre. Carrie et Charlie vont réussir à s'enfuir et vont faire la rencontre d'une dénommée Jemma qui se propose de les aider. Pourchassés par les Daleks, Charlie et Carrie sont séparés et ce dernier reste avec Jemma qui veut l'emmener voir la résistance contre les Daleks. Charlie finit par sortir des égouts où ils étaient et tombe sur un dénommé Samson, membre de la résistance britannique. L'empêchant de se tuer, Charlie apprend de Samson qu'ils sont sur Terre et, lors d'une crise où de nouveaux souvenirs lui viennent, il va dire à Charlie ce que Davros révèle en même temps au docteur. Davros souhaite l'aide du docteur pour guérir, lui présente un clone qu'il a créé et dans lequel il voudrait éventuellement transférer son esprit. Mais il souhaite également mourir de la main du docteur et lui tend une capsule de peste qui, une fois brisée, tuerait tout sur la planète. Ainsi, il apprend au docteur qu'il a détruit son monde, non pas Gallifrey, mais la Terre, et qu'il s'en est pris à ses compagnons, non pas Charlie et Carrie, mais Samson et Jemma, deux frères et sœurs qui étaient compagnons du docteur avant les événements du R101. Ceux-ci étaient partis seuls explorer une épave dans le vortex et sont revenus avec Davros et sous son emprise. Davros a mis le docteur inconscient puis a opéré sur les esprits de nos trois personnages, reliant l'esprit de Samson et Jemma au TARDIS pour pouvoir plus facilement le manœuvrer et aussi
pour avoir une trace de ce qu'allait faire le docteur dans ses futurs voyages. Il efface de la mémoire des 3 personnages leur amitié et leur relation. Après être allé sur Terre avec Samson et Gemma, Davros renvoie le docteur là où il était dans le vortex. Il laisse Samson et garde Gemma et se sert d'elle afin de déclencher une peste mutative sur Terre et pouvoir transformer tous les humains en Daleks. Le docteur, apprenant ça, bien évidemment, a envie d'absolument tout faire péter, mais il se contient et fuit. Plus tard, quand il revient face à Davros, il est accompagné des Daleks et armé de la capsule de peste. Sur ordre du docteur, les Daleks détruisent le clone de Davros, tuant son rêve, et l'ont fait car ils pensent que Davros est un fou. Ils forment la résistance secrète contre lui, ce qui n'implique pas la branche anglaise qui ne savait rien de leur nature et de leur projet, et cherchent désespérément un être qui puisse devenir leur empereur, et le docteur leur en a promis un, sauvant Caris qui a failli l'être à cause de Gemma. L'esprit de Davros meurt et la personnalité de l'empereur prend la main. Lui et son armée quittent la Terre car le docteur a la capsule de peste, il la laisse aux résistants humains restants et part à Blackpool à une autre époque. Caris, traumatisé par son expérience, essaie de dormir et entend la voix des morts. Lyda, son épouse, un Dalek, un empereur raté et même Gemma, qu'il porte avec lui jusqu'à l'absolution. Après ce très bon et terrible épisode sur lequel je me devais de passer du temps, nous enchaînons avec Scaredy Cat. Caris critique les jardins du Tardis en disant que, dans sa culture, la beauté est liée à son contexte. Le docteur décide d'amener ses amis sur une planète vierge de toute civilisation. À leur surprise, la planète Andera, sanctuaire inviolable, est occupée par un complexe de chercheurs qui font des expériences sur des primates pour tenter de localiser et neutraliser cérébralement le mal en chaque personne. Le professeur Arcane, qui mène ses recherches car son fils a été assassiné, fait une démonstration sur un primate au docteur et alors une jeune fille se matérialise et disparaît. Le docteur et Caris s'éclipsent, voyant d'autres traces de civilisation sur la planète vierge, et vont dans le passé pour voir ce qu'il s'est passé, lol. Pendant que Charlie, qui pose trop de questions, est enfermé avec un psychopathe qui est un sujet de test du professeur Arcane. Dans les faits, les colons qu'il rencontre sont en train de se faire décimer par une peste, et la fille de leur leader, on ne sait comment, est toujours en vie plusieurs milliers d'années après la catastrophe. Contre l'avis du docteur, Caris veut donner des médicaments aux colons pour qu'ils s'en sortent, mais le docteur va lui montrer que on ne peut parfois rien faire contre le temps, et alors qu'il emmène le Tardis 3 mois plus tard après leur rencontre, eh bien aucun des colons n'a survécu. Nos héros vont finalement retourner dans le futur, et là, c'est pas la joie. Ils retrouvent l'équipe scientifique et Charlie attaqués par Ernest Flood, son camarade de chambrée psychopathe, qui était sujet d'Arken et qui, à cause des expériences de ce dernier, a vu son esprit lié au champ morphique de la planète qu'il peut quasiment contrôler, et il peut même forcer les êtres qui y vivent à s'entretuer les uns des autres. Fort heureusement, alors que Caris est pris en otage et que Ernest Flood veut le forcer à tuer le docteur, nos héros sont sauvés par la petite fille qui est l'incarnation en fait de l'esprit de la planète en elle-même, contre qui Ernest Flood ne fait absolument pas le poids. En gros, c'est ce qui se passe. Par la suite, dans Other Lives, le docteur emmène Charlie en 1851 à la grande exposition de l'art et de l'industrie de toutes les nations au Crystal Palace de Londres. Caris doit rester dans le Tardis car son physique lui nuirait dans l'Angleterre de cette époque. Pendant ce temps, le duc de Wellington escorte Monsieur et Madame de Roche, ambassadeurs du président Napoléon III. Alors qu'ils se séparent, le docteur et Charlie se perdent et Charlie trouve le duc et sympathise de façon tout à fait familière avec lui sans savoir qui il est. Puis, inquiète de ne pas trouver le docteur, va chercher Caris qui sort du Tardis. Sur le chemin, elle remarque un individu armé qui regarde mal les ambassadeurs français et va prévenir le duc. Le docteur, contraint par le serviteur du duc, Monsieur Fazakerly, d'acheter son entrée, retourne au Tardis et y trouve Monsieur et Madame de Roche et les sauve d'une tentative de meurtre en les faisant entrer dans le Tardis. Ne trouvant pas Caris, il en ressort et alors arrive le duc de Wellington, son serviteur Fazakerly ainsi que la police qui prennent le docteur pour l'agresseur des ambassadeurs français qui, eux, en fait, ont fait se dématérialiser le Tardis et se sont cassés avec. Le docteur est donc emmené en prison, Charlie se retrouve seul à déambuler dans les rues de Londres parce que l'exposition a fermé et qu'on en a dégagé, et Caris, lui, est devenu un monstre de foire dans un cirque ambulant. Et le docteur, dans sa cellule, va être relâché car sa femme vient le libérer.
Je ne vais pas en dire davantage sur cet épisode, car, même s'il est très drôle, il est aussi tout plein de nuances et vaut la peine d'être écouté, même si sa couverture est absolument immonde. Ensuite vient l'épisode Time Works. Alors que le TARDIS est perturbé, le docteur Charlie et Carice arrivent sur une planète inconnue, où toute la population d'une cité-état aux allures médiévales est figée dans le temps. Le docteur avertit vivement ses compagnons de ne pas intervenir. Charlie aimerait beaucoup intervenir, et a sa chance lorsque le docteur se retrouve un peu plus d'une heure dans le passé, alors que Charlie et Carice sont bloqués vers 5 heures. Charlie enroule son écharpe autour des jambes d'un soldat qui poursuit une jeune femme, espérant que cela permettra à la dite femme de s'échapper lorsque le temps recommencera. Il remarque bientôt que la technologie médiévale est couplée avec des radios et des téléphones portables, et le docteur de son côté se lie d'amitié avec une jeune commerçante nommée Vanette qui lui explique la structure de la civilisation de cet endroit. Chaque instant de la vie des gens est régulé par la gigantesque tour de l'horloge autour de laquelle la forteresse royale a été construite. Les gens ici travaillent pour la prochaine génération car ils savent que ce qu'ils font, ils ne le connaîtront pas. De ce fait, chaque seconde est importante et rien ne doit être gaspillé dans la cité d'industrie. Les gaspilleurs de temps et ceux qui ne sont pas assez productifs sont attrapés entre le tic et le tac de l'horloge, là où sont bloqués Charlie et Carice, par les hommes mécaniques horloges. Et le propre mari de Vanette a été enlevé par les hommes horloges sans visage il y a peu de temps. Nos héros, chacun de leur côté, vont alors se battre pour provoquer une révolution au sein même de la cité pour défaire la figure de proue. Une intelligence artificielle qui a été mise en place il y a longtemps par les anciens maîtres de la cité. Après, nous avons Something Inside. Nous retrouvons le docteur piégé par un homme plutôt sadique nommé Rawdon, qui se plaît à le torturer pour obtenir des informations sur le ver de cerveau. Le problème est que le docteur ne sait rien du ver de cerveau, pour commencer, et a complètement perdu la mémoire, encore une fois. Exaspéré, Rawdon fait venir Carice et menace de le torturer à la place. Bien que le docteur n'ait absolument aucune idée de qui pourrait être Carice, il sait que laisser les gens souffrir est inacceptable, mais comme il ne peut toujours pas donner d'informations utiles, Carice est emmené chez l'expert en torture, Mr. Twist, pour être brisé. Dans des flashbacks, nous voyons comment la Team TARDIS est arrivée dans une prison nommée le Cube qui est sur Terre. Ils ont fait la rencontre de 4 prisonniers qui sont Marcus, Latch, Tessa et Jane. Et Marcus, le premier qu'ils ont rencontré, s'est vu se faire absolument exploser le crâne par quelque chose d'imperceptible. Charlie et Carice rencontrent les autres prisonniers après avoir perdu le docteur alors qu'il tentait de retourner au TARDIS qui a lui aussi disparu. Nos personnages vont être rapidement hantés par le fameux ver de cerveau. On va apprendre aussi que les prisonniers sont d'anciens soldats psychiques que Rawdon a façonnés pour leur permettre d'éliminer des gens par la pensée par exemple, et il les a envoyés ici dans cette prison qui bloque les pouvoirs mentaux après avoir échoué à leur retirer leur pouvoir. En revanche, il est déterminé à mettre la main sur le ver de cerveau, quoi qu'il en coûte. Ce ver est en vérité hébergé par Tessa, et il est né dans son esprit quand Rawdon a tenté de lui retirer ses pouvoirs. Ce monstre est responsable de la perte de mémoire du docteur, et souhaite désespérément sortir du cube pour trouver d'autres esprits à ronger. Après vient Memory Lane. Le docteur emmène Charlie et Carice sur une planète nommée Lucentra pour se trouver dans une maison d'une gentille dame avec son petit-fils Tom qui joue au Lego et qui a 10 ans mais en fait 40. Tom passe aussi à la télé, ou plutôt un enregistrement d'un homme qui lui ressemble est à la télé, parlant à une femme nommée Kim, et ils sont sur le point d'évacuer leur vaisseau spatial avant un crash. Après avoir acheté des glaces à un marchand avec son camion, nos héros découvrent avec horreur que chaque maison du quartier est identique, avec le même Tom, la même grand-mère et la même télé, et ils se rendent vite compte qu'ils sont coincés dans ce lieu, et malheureusement, ils n'ont plus aucune idée de quelle maison contient le TARDIS, et celle-ci se fait rapidement voler par le marchand de glace. Tom est le prisonnier de cette bulle, prison façonnée par des nanotechnologies qui recréent un environnement à partir des désirs des gens, mais cette technologie ne fait pas la différence avec la mémoire. Le docteur et Charlie vont eux-mêmes être prisonniers de leur propre bulle, avec Charlie qui se revoit enfant avec sa mère, et le docteur qui se revoit narrer en boucle à Charlie et Carice comment il a défait un dictateur random. C'est finalement Carice qui sauve la situation car avec toutes les âmes qu'il transporte et tous ses désirs, il est impossible aux nanotechnologies de se plier à tout ceci. Il libère le docteur et Charlie
Et on va apprendre enfin qui sont les méchants. Et ce ne sont absolument pas des geôliers ou des méchants, mais juste des entrepreneurs du divertissement qui, en fait, ont gardé Tom pour, avec ses désirs et le reste, recréer, en fait, le crash de son vaisseau avec Kim, qui représente, pour le peuple de ces entrepreneurs, leur premier contact avec une vie extraterrestre. Et leur mémoire est très différente de celle des humains, à l'exception des choses pratiques. Ils n'arrivent rien à enregistrer et ne peuvent se souvenir des choses qu'en les recréant et en les revivant. Et par exemple, chez eux, il n'y a pas d'enregistrement vidéo, tout est refait en live. Et donc ils sont bien contents quand on leur file un enregistrement du crash du vaisseau de Tom. Et comme ça, ils foutent la paix à tout le monde. Nous arrivons à l'avant-dernier épisode qui est Absolution. La Team TARDIS profitait d'un moment de pause dans le vaisseau jusqu'à ce que Charlie ouvre une boîte dans la chambre de Carice par curiosité. Elle est immédiatement entraînée dans un paysage mental de terreur hurlante. Pour aggraver les choses, le TARDIS est transporté vers l'espace-temps au-delà d'une certaine frontière et commence à réorganiser violemment son intérieur. Les voix des morts crient dans l'esprit de tout le monde et le docteur devient assez convaincu qu'ils ont atteint l'enfer lui-même. De plus, Carice est traînée à travers une fissure dans le sol de la salle de la console et la colonne centrale commence à se remplir de sang. En espérant que Carice soit toujours en vie, le docteur et Charlie sortent sur la planète sur laquelle ils ont atterri. Ils se font immédiatement capturer par la population locale de style médiéval qui vit dans une cité entourée par une barrière pour se protéger de monstres hideux qui vivent au loin. Carice, quant à lui, a atterri à l'extérieur de la citadelle et de sa barrière et fait la rencontre d'un dénommé Aboresh qu'il a déjà vu en rêve. Celui-ci, entouré de monstres, lui explique qu'une catastrophe a frappé son monde il y a 900 ans et a besoin de l'aide de Carice. Il avait prophétisé sa venue et dit que lui réussira à les conduire au salut éternel et qu'il se sacrifiera pour la grande bête. Et en effet, Carice commence à apprendre à manipuler l'environnement autour de lui, se dote de pouvoirs incroyables et est même capable de changer le TARDIS en pierre. À l'extérieur de la citadelle, une gigantesque créature apparaît au loin, le monstre prophétique de ce monde, Borarus. Et pendant ce temps, dans la citadelle, Charlie et le docteur apprennent de la bouche de Cocathis, leur hôte, que lui et les siens étaient un ancien peuple de scientifiques et qu'une expérience a foiré, les rendant absolument tous immortels par la faute de Aboresh qui couchait avec sa femme et qui a saboté le projet après que Cocathis l'ait viré pour cette raison. La bête, Borarus, marche sur la citadelle alors que les forces d'Aboresh franchissent la barrière, ce qu'ils ne sont pas supposés pouvoir faire. Lolenthia, la fille de Cocathis, découvre que les mutants étaient humains et que l'un d'entre eux est sa propre mère. Brisée psychologiquement, elle décide de tout simplement détruire les lieux, fusionnant les gènes des mutants avec ceux de tous ceux qui restent dans la citadelle. Le docteur, qui avait à peu près anticipé cela, a réussi à retarder l'appareil, mais lui et Charlie doivent vite quitter les lieux. Ils finissent par atteindre Carice, qui s'est littéralement transformé en démon contre sa volonté, et découvrent que la bête, Borarus, est composée de toutes les âmes que Carice a sauvées. Les Étermisiens ont toujours cru à la prochaine vie et ont créé Carice comme un reliquaire, une enveloppe qui contiendrait les âmes de tous ceux qu'il a tués / sauvés, en attendant de trouver un moyen pour revenir à la vie. Carice est horrifié de découvrir qu'il est une construction, et alors que la citadelle explose, il utilise tout son pouvoir pour sauver le docteur et Charlie de l'explosion. Borarus n'est plus, et Carice, ayant fait le choix du bien et d'être quelqu'un malgré tout, tombe en poussière dans les bras de Charlie. Le TARDIS a retrouvé aussi bien son apparence interne qu'externe et nos héros y rentrent. Et le docteur se met subitement à proposer à Charlie tout un tas de nouvelles destinations, et celle-ci n'en revient pas de l'attitude qui semble si indifférente du docteur alors qu'ils viennent de perdre un ami. Folle de rage et de chagrin, Charlie envoie le docteur chier et lui demande de la ramener sur Terre, car comme celui-ci l'a dit à propos de Carice, à la fin tout le monde finit par partir. À cette note déprimante, on ajoute la dernière histoire qui est The Girl Who Never Was. Après avoir fait ses affaires, Charlie retourne dans la salle de la console et ne souhaite pas poursuivre la conversation avec le docteur. Pour lui faire plaisir, il l'a emmené à Singapour plutôt que sur le site du crash du R101, et alors qu'ils se quittent, le docteur remarque qu'ils sont en 2008 et pas en 1930. Charlie,
qui pense que le docteur veut l'empêcher de partir pour de bon, va dans un hôtel et laisse une note à son intention, puis elle se ravise quand nos héros se trouvent à cause d'un dénommé Byron, mêlé à l'histoire d'un navire d'évacuation qui a mystérieusement disparu en 1942 et qui est réapparu en 2008. Charlie est brûlée à la main par une corrosion temporelle en touchant le navire, et puis le docteur est séparé d'elle à cause du TARDIS qui a réactivé le système de déplacement en cas d'action hostile, et est allé en 1942. Alors que Charlie mène l'enquête à cette époque avec Madeleine, une passagère, et Byron, le docteur fait de même en 2008 avec Byron aussi, et avec Charlie qui a 60 ans de plus. Quelle que soit l'époque, nos héros font face aux Cybermen qui souhaitent lancer une cyberconversion de masse, peu importe les conséquences sur l'histoire. Transporté en l'an 500 000, Charlie va répandre la corrosion temporelle jusqu'au cyberplanificateur qui n'a d'autre choix que de prendre possession d'elle. Pendant ce temps, le docteur, qui affronte les Cybermen avec de l'or planqué à l'intérieur du navire, finit par découvrir que la Charlie qui est en sa présence, qui a 60 ans de plus, n'est pas Charlie, mais Madeleine, une fille qui était en train d'explorer le navire avec Charlie en 1942 et qui avait été retrouvée amnésique, naufragère. Le docteur finit par retrouver Charlie en 2008 et pour réussir à la sauver de l'emprise du cyberplanificateur, n'a d'autre choix que de lui effacer la mémoire. Mais fort heureusement, les souvenirs sont assez persistants et Charlie se souvient quasiment dans l'intégralité de ce qu'elle a vécu avec le docteur. Mais le problème est que, alors qu'ils tentent de partir, Byron, qui les a fait chier du début à la fin et qui est à moitié cyberconverti, force la main au docteur pour l'emmener en 5102, 2 ans plus tard, pour récupérer quand même la cargaison du navire. Puis, il sort du TARDIS avec Charlie, laissant le docteur pour mort. Très rapidement encerclé par les Cybermen, la corrosion temporelle finit par atteindre tous ses adversaires et alors que Charlie veut fuir en TARDIS, celui-ci, à cause de son système de déplacement en cas d'action hostile, se casse à nouveau laissant Charlie en arrière. Le docteur se réveille dans la salle de la console du TARDIS, assez confus, et, arrivé en 2008 à Singapour, il sort pour retrouver Charlie étant persuadé qu'elle sera là. Il se dirige à l'hôtel et tombe à la réception sur la note que Charlie avait écrite au début de l'épisode, qui lui faisait ses adieux, lui disant de ne plus la chercher, signé la fille qui n'a jamais été. Le docteur, assez amer, dit à nouveau qu'à la fin tout le monde finit par partir, jette la note et repart seul de son côté. Ouais, on peut pas dire que cette histoire se termine très bien, malheureusement. Comme vous l'aurez remarqué, j'ai passé des fois davantage de temps à résumer certaines histoires, mais je n'ai pas eu le choix car elles n'étaient pas simples à décrire, et de plus il y a certains événements qui valaient vraiment le coup de s'attarder dessus, comme par exemple avec Terror Firma. Cet épisode d'entrée de jeu met quand même une sacrée claque, et le docteur se fait littéralement briser à un point qu'on avait assez rarement atteint dans la série jusqu'à présent. Le coup des Daleks résistants qu'on découvre en la présence de la branche française qui vient aider la branche anglaise dans l'épisode me fait beaucoup penser à l'illustration du De Golek, à une époque où le général était impitoyable vis-à-vis de l'OTAN. Ceci dit, pour mieux comprendre cet épisode, il faut avoir suivi l'histoire de Davros et des Daleks avec Genesis of the Daleks, Destiny of the Daleks, Resurrection of the Daleks, Revelation of the Daleks et Remembrance of the Daleks. Il y a toujours eu des oppositions entre Davros et ses créations, à tel point que les Daleks se sont divisés en 2 empires, une véritable guerre civile, avec ceux fidèles aux Daleks suprêmes et ceux fidèles à leur créateur, Davros. Skaro est détruite à la fin de Remembrance et est reconstruite en secret bien plus tard par les nouveaux Daleks que le 11e Docteur affronte avec Winston Churchill. La Skaro, présente dans le téléfilm d'ailleurs, est une version de la planète qui date du 26e siècle, et la destruction de Skaro, elle, a lieu entre le 30e et le 47e siècle, dépendant des sources. Mais bon, de toute façon, les Daleks ont tellement lutté pour s'améliorer et comprendre leurs échecs et pour être les meilleurs que leur histoire est souvent incohérente et qu'elle s'est déjà effondrée sur elle-même.
Et je vais revenir sur ce point, oui vous n'avez pas rêvé, dans cet épisode, Davros est bel et bien mort. Sa conscience s'est éteinte au profit de l'empereur des Daleks, et dorénavant, l'empereur des Daleks qu'on va suivre, était anciennement Davros. Mais le personnage qu'on voit dans la nouvelle série a bel et bien une origine, il s'agit tout de même de Davros, et celui-ci fait son grand retour dans la guerre du temps, et on en parlera en temps voulu, mais ce n'était pas surprenant étant donné que ce conflit a quand même brouillé et mélangé pas mal de lignes temporelles entre elles. Après cette gigantesque digression, nous allons revenir sur le personnage de Carice, dont le parcours était pour moi le plus intéressant à suivre de toute la saison. Nous allons revenir aussi à la fin de Terror Firma, où je vous avais dit qu'il entendait les voix des morts. On l'entend entendre justement un Dalek, un empereur qui a foiré, et Lyda. Et là, on se rappelle que toutes ces personnes, c'est lui qui les a tuées, en fait, dans l'épisode et dans les précédents. Et puis justement, ça fout quand même une claque quand on entend également la voix de Jemma. Sauver les gens est une chose qui est très importante pour Carice, mais on ne s'attendait pas à ce que ça prenne cette tournure. On pensait que c'était terminé avec l'univers divergent, que ça ne reviendrait pas. Et on ne s'attendait pas en tant que spectateur à ce que ça prenne cette tournure, à ce que des âmes suivent Carice. Les Etermisiens avaient sans doute prévu leur survie au-delà de l'univers divergent, libéré de l'influence de Rassilon. Et Carice était sans doute supposé trouver un moyen de les libérer. Et quand, en tant que spectateur, on découvre l'absolution, ce que toutes ces âmes sont devenues, ça fait mal. La bête Borarus est composée d'eux tous, de leur rage. Et là-dedans, il y a Jemma, il y a Lyda. Ceci dit, avant de les sauver de cette façon, il tente de sauver les gens de façon quand même beaucoup plus conventionnelle. Et il n'est absolument pas animé par une volonté destructrice. Mais sa malléabilité lui en aura quand même beaucoup coûté tout au long de cette saison. Jemma a failli faire de lui un empereur Dalek pour de bon. Il a été manipulé par un random et a été transformé en monstre de cirque. Et contre sa volonté, dans Absolution, il se sera transformé en un démon qui a failli tuer le docteur et Charlie en les sauvant comme il le fait avec son absolveur en fait. Et donc à parler d'Absolution, bien évidemment, après sa mort, la scène qui suit est absolument terrible à entendre. Donc Charlie est dévasté et le docteur a une réaction qui est assez inappropriée, mais je ne suis pas partisan de dire, comme j'ai pu le lire plusieurs fois sur internet, que le docteur était limite content, comme Charlie l'accuse, que Carice ne soit plus dans le TARDIS et que celui-ci n'y avait finalement pas vraiment sa place. Le docteur a entretenu une assez bonne relation avec Carice tout au long de l'histoire. Et quand ils étaient ensemble, le docteur a toujours poussé Carice au meilleur choix, à faire le bien, à lui apprendre des règles terribles, comme quand ils étaient dans Scaredy Cat, mais aussi à le pousser à accomplir le bien par lui-même. Ce qu'il réussit, mine de rien, à faire, comme quand il sauve tout le monde dans Memory Lane. Il ne prend plus une décision en se disant que tel ou tel personnage va l'apprécier. Non, il est devenu davantage conscient de ce qu'il doit faire et de ce qui est bon et prend des décisions sur sa propre responsabilité. Le docteur a été en quelque sorte son mentor et je pense que face à une Charlie dévastée, il s'est efforcé d'être une figure de proue, mais ça contraste totalement avec les moments où Charlie a été là pour lui, comme dans Scherzo alors qu'il lui vomissait du mépris saupoudré d'amour, ou dans Terror Firma où il était complètement à bout. Mais il a tenté de présenter à Charlie ce qui lui faisait du bien, ce qui la faisait vivre, lui proposer d'autres aventures au final. Et lui-même, je pense, ne savait pas forcément comment réagir. En tout cas, il ne pouvait pas se permettre de sombrer et d'être aussi mal que Charlie. Mais le problème, c'est que le docteur s'y est pris super mal, complètement balbutié, et a réussi à ramener les choses à lui. Non, parce que quand un de tes compagnons meurt et que tu dis à la fin que c'est toujours toi et le TARDIS, qu'à la fin tout le monde finit par partir, quand même être sacrément con pour dire ça quand quelqu'un vient de mourir en te sauvant la vie. Dans cette saison, le personnage de Charlie était assez fidèle à lui-même, pouvant vivre des aventures simplement sans avoir à craindre que sa simple existence puisse éventuellement mener à la fin de l'univers tel qu'on le connaît. Sa relation avec Carice s'étoffe d'épisode en épisode quand ils sont ensemble. La rancœur qu'il y avait à la fin de The Next Life s'est effacée progressivement,
mais sûrement, et les interactions qu'ils ont ensemble sont assez drôles, comme par exemple dans Other Lives. Je vous en mets un extrait. Bonjour. Don't I know you from somewheres? I don't think so. Please, go away. S'il vous plaît. What? Go away. S'il vous plaît. It's French. Yes, go away, s'il vous plaît. It's French. Ce que j'aime bien au sujet de Charlie, maintenant qu'on est là, c'est que c'est un personnage qui a toujours besoin d'un cadre à dépasser. Et c'est très bien représenté tout au long de son aventure avec le Docteur, en la présence de sa mère, Lady Pollard, que l'on rencontre à travers la mémoire de Charlie. On en fait la connaissance dans Zagreus, on la revoit aussi dans The Next Life, et ici dans Memory Lane. Joué par Anneke Wills, qui est beaucoup plus connue dans l'univers de Doctor Who pour avoir interprété Polly Wright, eh bien Lady Pollard est une figure d'autorité qui se veut rationnelle, mais qui, même si Charlie est en conflit avec elle, elle entretient aussi une très grande complicité avec cette dernière, et ça fait regretter de n'avoir pu rencontrer véritablement ce personnage à aucun moment dans les audios. À chaque fois, c'était par des manifestations de l'inconscient de Charlie ou à travers des souvenirs qu'on la voyait. Quelque part, bien évidemment, la réaction de notre aventurière édouardienne est totalement légitime en fin de saison à envoyer chier le Docteur pour son comportement, et pourtant la volonté du Docteur de repartir à l'aventure avec Charlie, pas non plus en faisant comme si de rien n'était, mais en étant trop enjoué là-dessus, finit par trouver une justesse dans l'épisode The Girl Who Never Was. Il n'y a pas le temps de s'apitoyer, et le fait justement d'explorer le navire qui a disparu, d'affronter les Cybermen, ça renoue la confiance et l'amitié que le Docteur et Charlie ont. Ce qui est finalement terrible quand à la fin les deux se ratent parce que le Tardis est con. Ceci dit, rassurez-vous, Charlie, qui a beau être resté en arrière, a fini sur une île déserte, s'est bricolé une radio, et elle va dorénavant vivre une série d'aventures avec un Docteur qui est assez haut en couleur, mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Dans l'ensemble, c'est une assez bonne conclusion à l'histoire du 8e Docteur et de ses compagnons au sein de la Main Range. On aura visité des lieux incroyables, rencontré des personnages hauts en couleur avec plus ou moins de profondeur dépendant de l'écriture, et c'est quand même agréable de voir que c'est un gros chapitre de l'histoire du Docteur qui a été écrit en audio et qu'il y a eu de la prise de risque, aucune retenue pour aller raconter des événements particulièrement importants, même du point de vue de la mythologie des Seigneurs du Temps, avec les révélations qui ont été faites dans Zagreus, avec tout l'arc aussi narratif de l'univers divergent. Je vous remercie d'avoir suivi ces histoires en ma compagnie, et avec mes résumés, et avec le sacré coup de pinceau de Johannes, et de toute façon, on se retrouvera forcément pour la suite, car les aventures du 8e Docteur sont assez loin d'être terminées. Nous n'en sommes qu'au début, je vous rappelle, et vous verrez qu'il y a tout un éventail de nouveaux personnages à découvrir très prochainement. Mais d'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important.